Et voici venu l'heure de l'actualité africaine sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Au sommaire de ce journal, l'axe Bamako-Paris encore à la une de l'actualité. La France refuse de partir du Mali. Les autorités maliennes de leur côté demandent la révision des accords de défense pour la suite des relations entre les deux États. Et puis l'ex-président guinéen Alpha Condé, renversé du pouvoir par un coup d'État militaire le 5 septembre 2021, s'est envolé hier lundi pour les Émirats arabes unis. Le colonel Mamadou Doumbouya, président de la transition, avait indiqué que l'ancien président pouvait partir dans le pays de son choix pour se faire soigner. Dernière ligne de ce sommaire, Jérusalem-Est, de nombreuses familles palestiniennes menacées d'expulsion décident de s'immoler. Elles préfèrent la mort à la perte de leurs biens. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Relations France-Mali. Le gouvernement français, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affirme ne pas partir du Mali. La France décide donc de rester dans le pays. De son côté, le pouvoir de Bamako envisage de revoir les modalités de la collaboration militaire entre les deux États. On écoute justement Wassim Vass. Il est journaliste à France 24 et nous donne des précisions sur ce qui pourrait être désormais les relations entre les deux pays. C'était une discussion écrite que j'ai eue avec Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères malien, où il m'a annoncé que le Mali avait demandé officiellement des amendements concernant les accords, le traité de défense qui lie les deux pays, parce que, selon ce qu'il m'a dit, c'était en contradiction avec la constitution malienne, selon ses dires. J'ai pu confirmer avec les autorités françaises, différentes autorités, que oui, effectivement, le Mali a demandé des amendements fin décembre dernier, mais que c'est resté plus ou moins secret. Et le fait que le ministre des Affaires étrangères l'annonce, me le dit, c'est qu'on monte d'un cran dans la pression. Donc il demande des amendements. Sur le terrain, après, les opérations françaises militaires, soyons clairs, ne sont pas entravées pour le moment, parce que les accords ne sont pas dénoncés, mais c'est une demande pour qu'ils soient revus. Et les avions de la MINUSMA sont cloués au sol depuis vendredi. Aujourd'hui, il y a une négociation entre la MINUSMA et les autorités maliennes qui ont échoué, m'a-t-on dit il y a quelques minutes. Et donc, les avions seront encore cloués aujourd'hui et demain, exception faite des, ce qu'on va dire, des exfiltrations médicales. La MINUSMA ne convoie pas juste les membres de l'ONU, mais c'est le fret, en fait, entre Bamako et le Nord, où tout le monde est convoyé. Les officiels maliens, les ONG, l'aide humanitaire. Donc, les premiers à payer le prix aujourd'hui, quand il y a une catastrophe humanitaire, quand il y a une catastrophe climatique, c'est la MINUSMA qu'on appelle. Donc, les premiers à payer le prix aujourd'hui, ce sont les Maliens, à cause de ce bras de fer, on va dire, entre Bamako et Paris, et l'entêtement des autorités, en tout cas maliennes, dans cette voie qu'ils ont choisie, donc d'aller du côté, on va dire, des Russes, et d'essayer de faire partir ou d'évacuer la France et ses partenaires sur ça. Actualité africaine toujours, l'ancien président malien Ibeka est mort à son domicile le dimanche dernier à Bamako. Les modalités de ses obsèques ont été en partie dévoilées. Elles devraient se tenir vendredi à Bamako, la capitale. Un hommage national sera rendu à l'ex-chef d'État. Pour l'heure, les échanges se poursuivent entre la famille du défunt et l'actuel pouvoir. Je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Ces mots ont été prononcés le 19 août 2020. Évincé par la junte, le président renonce. Il savait son régime à bout de souffle dans un pays rongé par une grave crise sécuritaire, économique et politique. La rue avait d'ailleurs appelé à sa démission. Ibrahim Boubacar Keïta gagne ses galons d'homme d'État en servant le président Konaré. Il est son premier ministre de 1994 à l'année 2000. Il se forge alors une image d'homme fort et se prépare déjà à la fonction suprême. Après un premier échec en 2002 face à Amadou Toumani Touré, Ibeka prend sa revanche en 2013 lorsqu'il est élu président. 5 ans plus tard, nouvelle victoire face à Soumaïla Cissé. Ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Boubacar Keïta sait cultiver ses relations au-delà des frontières maliennes, avec la France notamment, où il a étudié. Proche du président Hollande, il sait qu'il peut continuer de s'appuyer sur l'armée française déployée depuis janvier 2013 dans le nord du pays, où sévissent plusieurs groupes djihadistes.
L'opération Serval devient alors Barkhane en 2014 et le dispositif s'étend à tout le Sahel. Ibeka devient un allié précieux pour Paris, même si les relations avec Emmanuel Macron sont parfois plus complexes, notamment lorsqu'il propose d'établir le dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Agrali et Amadou Koufa. Éloigné de la vie publique depuis 1 an et demi, Ibrahim Boubacar Keïta luttait contre la maladie. Il s'est éteint chez lui à Bamako à l'âge de 76 ans. Nous le disions dans nos titres, l'ex-président guinéen Alpha Omar Condé, renversé du pouvoir par un coup d'État militaire le 5 septembre 2021, s'est envolé hier lundi pour les Émirats arabes unis. Rappelons que lors de la présentation des vœux du nouvel an, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, avait indiqué que l'ancien président pouvait partir dans le pays de son choix pour se faire soigner. Le président guinéen déchu, Alpha Condé, est parvenu à quitter le pays. Lundi, un responsable du ministère des Affaires étrangères a révélé sous couvert d'anonymat que le chef d'État avait embarqué dans un avion privé direction les Émirats arabes unis. À la fin du mois de décembre dernier, la junte militaire avait donné son accord pour que M. Condé, 83 ans, puisse quitter la Guinée pour passer des examens médicaux. Président du pays depuis près de 11 ans, Alpha Condé a été renversé par les militaires le 5 septembre 2021. Ces derniers, dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya, ont détenu le chef d'État pendant 12 jours. Ensuite, Alpha Condé a été autorisé à résider chez son épouse dans la banlieue de Conakry, la capitale. Une libération exigée par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, tout comme la tenue d'élections dans les 6 mois qui ont suivi le coup. Investi président de la transition, le colonel Doumbouya promet toujours un scrutin pour rendre le pouvoir aux civils, mais à ce jour, la date reste inconnue. Nous sommes toujours sur le continent africain, au Soudan plus précisément. Contestations et répressions font le quotidien de la population. La manifestation du lundi, hier donc, s'est soldée par la mort de 7 manifestants tués par l'armée avec des armes lourdes. Les détails de cette manifestation avec nos confrères de France 24. Une pluie de grenades lacrymogènes s'abat sur ces militants anti-putsch venus manifester à nouveau dans les rues de Khartoum. Face aux forces de l'ordre équipées d'armes lourdes, les contestataires n'ont pu ériger que des barricades de fortune. Plusieurs morts sont à déplorer, ainsi que de nombreux blessés. Cette journée sanglante est une nouvelle étape dans le bras de fer entre l'armée, au pouvoir depuis le coup d'État du 25 octobre, et les partisans d'un gouvernement entièrement composé de civils. Nous espérons que notre révolution de la liberté rejoindra le chemin de la démocratie exercée par des civils. J'espère que le peuple soudanais atteindra ses objectifs. Je suis contre la tyrannie, les dictatures et tout autre régime qui s'oppose à la liberté et la justice pour le peuple. Je m'oppose à toute inégalité au sein du peuple soudanais, que ce soit en termes de liberté d'expression ou de répartition des richesses. Les manifestants refusent catégoriquement toute négociation, tout partenariat avec l'armée. Les militaires, eux, accusent les militants d'entretenir le chaos, d'où la création d'une toute nouvelle force spéciale antiterroriste pour faire face à de potentielles menaces. 9 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, notamment pour éviter toute déstabilisation supplémentaire au Darfour voisin. Au Kenya, la Cour suprême réexamine un projet de loi visant à la révision de la Constitution, test proposé par le président Uhuru Kenyatta. Notons que le dit test, qui porte entre autres sur le changement du régime présidentiel, avait été jugé irrécevable par 2 décisions de justice. Alors que 2 décisions de justice avaient jugé irrecevable le texte prévoyant de modifier la constitution kenyane, ce mardi, la Cour suprême a commencé à réexaminer le recours déposé par le président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier milite pour un changement du régime présidentiel avec l'introduction des postes de Premier ministre, de 2 vice-premiers ministres, d'un leader de l'opposition et d'un plus grand nombre de parlementaires. Passé comme lettre à la poste au Parlement en mai dernier, le texte a été rejeté par 2 décisions de justice. Un tribunal puis une cour d'appel ont jugé que le président n'avait pas constitutionnellement le droit d'initier un tel processus. Les audiences devant la Cour suprême sont prévues jusqu'à jeudi.
Plus de 25 millions de personnes se trouveront en Éthiopie, au Kenya et en Somalie dans une situation d'insécurité alimentaire très aiguë d'ici à la mi-2022, a alerté lundi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. C'est une nouvelle crise alimentaire en vue dans la partie est du continent africain, région qui fait face à de nombreux conflits et à la pandémie de la Covid-19. Depuis 2 années consécutives, la Corne de l'Afrique est frappée par des invasions de criquets dévastatrices, par la sécheresse aussi due au réchauffement climatique, sans parler de la pandémie de Covid-19. Une 3e saison du même acabit fait peser une lourde menace sur la sécurité alimentaire de la région, alerte l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO qui appelle à mobiliser d'urgence 138 millions de dollars pour aider 1,5 million de cultivateurs et d'éleveurs vulnérables et éviter ainsi ce qu'elle qualifie de potentielle pire crise alimentaire au monde. La Somalie, le Kenya et l'Éthiopie sont les 3 pays les plus touchés. En 2011, une grave sécheresse avait entraîné la mort de plus de 260 000 personnes, rappelle l'organisation, qui souligne qu'en 2017, la famine avait pu être évitée dans la Corne de l'Afrique grâce à une aide d'urgence aux communautés rurales. C'est le même scénario qui se joue aujourd'hui. Le plan d'action de la FAO, s'il est entièrement financé, permettrait de produire jusqu'à 44 000 tonnes de culture de base au cours du premier semestre 2022, de quoi mettre en sécurité pendant au moins 6 mois plus d'1 million de personnes en situation de grande insécurité alimentaire. La Tunisie fait face à sa plus grande récession économique depuis son indépendance en 1956. Le pays sollicite un nouveau programme d'aide au Fonds monétaire international, le FMI. Cette situation serait les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et des maux déjà préexistants qui pesaient sur l'économie du pays. En Tunisie, dès sa formation en octobre dernier, plus de 2 mois après le coup de force du président Kais Saied, le gouvernement a demandé au Fonds monétaire international un nouveau programme d'aide. Car le pays fait face à sa plus grande récession depuis l'indépendance en 1956, en cause principalement la pandémie de Covid-19, mais pas seulement, souligne le FMI. Il y avait des maux de l'économie tunisienne qui étaient déjà préexistants, et notamment des déficits budgétaires et une dette publique qui se sont aggravés au cours des dernières années. Des déficits aussi extérieurs qui ont été persistants dans les années précédentes. Et surtout une croissance qui a été faible et très largement insuffisante. Insuffisante pour résorber un taux de chômage qui dépasse les 18%. Après une chute de quasi 9% du PIB en 2020, la croissance tunisienne est revenue à un peu plus de 3% en 2021, mais l'économie reste fragile et doit être remodelée. À notre sens, c'est une économie qui a besoin de réformes très profondes, de réformes structurelles, notamment pour améliorer l'environnement des affaires. Mais ça passe aussi par une correction des déséquilibres macroéconomiques, une amélioration de la situation budgétaire, une réforme profonde des entreprises publiques. Et le FMI de souligner aussi que la responsabilité la plus grande est au niveau des décideurs politiques tunisiens qui doivent agir à leur niveau pour trouver des solutions. Hors du continent africain, les membres d'une famille palestinienne menacée d'expulsion dans le quartier Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est se sont retranchés lundi avec un baril d'essence sur le toit de leur maison, menaçant de s'immoler. Comme ces familles palestiniennes, beaucoup d'autres sont menacées d'expulsion à Jérusalem. Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est. C'est sur le toit de sa maison qu'il est allé plaider sa cause avec des membres de sa famille et de quoi se faire entendre. Une bonbonne de gaz et un baril d'essence. Mohamed Salhiya le jure sur tous les tons, plutôt s'immoler que se résoudre à l'expulsion. Je vais mettre le feu à la maison et tout ce qu'il y a dedans. Je ne partirai pas ou alors dans la tombe. Cela fait 25 ans que j'ai affaire à la justice. Nous ne voulons pas vendre. J'ai de quoi tout brûler. Ils ne la prendront qu'à l'état de cendre. Plusieurs heures maintenant que dure le face-à-face depuis l'arrivée des forces israéliennes lundi matin. Lui aussi jure qu'il est prêt à s'immoler.
Comme vous pouvez le voir, ils ont amené un bulldozer. Mais nous, on reste sur le toit. Personne ne nous approchera. L'éviction de cette famille palestinienne est dans l'air depuis 2017. Le terrain où se trouve leur maison a été alloué à la construction d'un complexe scolaire. La municipalité a décidé de confisquer la propriété pour construire une école. Les écoles, c'est bien, mais pourquoi expulser les familles de chez eux? Pourquoi ne pas utiliser d'autres propriétés déjà confisquées et attribuées aux colons? C'est de la discrimination et la municipalité doit y renoncer. Les conflits de propriété sont fréquents dans ce quartier de Jérusalem-Est, annexé par Israël en 1967. 7 familles palestiniennes sont allées jusqu'à la Cour suprême pour contrer les expulsions les visant. En mai dernier, des heurts avaient eu lieu qui avaient dégénéré en violence meurtrière en Israël et dans les territoires occupés. Ailleurs dans l'actualité, le variant Omicron très contagieux, selon les experts, est à l'origine d'une vague de contamination au coronavirus dans de nombreux pays européens. La question est au centre de la conférence virtuelle de Davos. Au cours de ces échanges, Tony Fauci, principal conseiller médical du président américain, estime que le variant Omicron pourrait accélérer l'acquisition d'une immunité au sein des populations. Comme de nombreux pays dans le monde, la Russie fait face à une vague de contamination au Covid-19. En cause, le variant Omicron plus contagieux. Les autorités sanitaires appellent à ne pas relâcher les gestes barrières. Quant à savoir si ce variant marque le passage de la pandémie à l'endémie, le principal conseiller médical du président américain a déclaré qu'il était trop tôt pour le dire. C'est une question ouverte de savoir si Omicron sera ou non le vaccin contre le virus que tout le monde espère. Car de nombreux autres variants peuvent émerger. La pandémie a été l'un des principaux sujets de la conférence virtuelle de Davos où le secrétaire général de l'ONU a exhorté les chefs d'entreprise à inciter leurs employés à se faire vacciner contre le Covid-19. Les 2 dernières années ont montré une vérité simple mais brutale. Si nous laissons quelqu'un de côté, à la fin nous laissons tout le monde de côté. Si nous ne parvenons pas à vacciner tout le monde, de nouveaux variants peuvent apparaître. Ils se propagent au-delà des frontières et ont de lourdes conséquences sur la vie quotidienne et sur l'économie. La vaccination devient impérative en Europe. La Grèce est le dernier pays à exiger que tout le monde soit vacciné. Les personnes de plus de 60 ans qui ne reçoivent pas leur injection seront passibles d'amende mensuelle. Et nous ouvrons à présent la page Cannes 2022. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations reste animée de surprises. Les petites nations dominent et créent des difficultés aux favorites. L'Algérie, tenant du titre, et les éléphants de Côte d'Ivoire en font les frais. Après avoir été surpris par les modestes formations de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale, Ivoiriens et Algériens sont dos au mur. Un match déterminant les opposera jeudi. Un début de Cannes cauchemardesque pour l'Algérie. Battus 1-0 par la Guinée équatoriale dimanche, les champions d'Afrique en titre se retrouvent derniers de leur groupe et pourraient être éliminés avant même les 8e de finale. Malgré le choc et la déception, les supporters algériens venus soutenir leur équipe à Douala continuent d'y croire. On s'y attendait pas, tout simplement. On était assommés hier soir, on est rentré, on était déboussolés, on ne savait pas quoi faire. Bon, effectivement, on a perdu et voilà, maintenant on est dos au mur. On n'a pas le choix. Et le prochain match, il faudra tout donner. Et puis c'est tout. Les Algériens ont pourtant dominé le match avec près de 70% de possession de balles et une dizaine de tentatives. Mais aucune des stars de l'équipe n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Pour l'entraîneur des Fennecs, qui refuse de blâmer ses joueurs, c'est signe que le niveau du football africain est de plus en plus élevé. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Il n'y a qu'à voir le match de cet après-midi, Mali-Gambie. Il n'y a qu'à voir le match du Sénégal. Quasiment toutes les équipes sont dans la difficulté, je l'ai dit dès le début du tournoi. Pour espérer se qualifier, l'Algérie doit impérativement battre la Côte d'Ivoire jeudi. La rencontre promet d'être explosive car les éléphants jouent également leur qualification après un match nul rocambolesque face à la Sierra Leone. Une chose est sûre, cette Coupe d'Afrique des Nations n'a pas fini de surprendre.
Nous le disions, la CAN 2022 ne cesse de faire des surprises face aux grandes nations de football du continent. Je vous invite à voir l'ambiance à Freetown, la capitale sierra-léonaise, suite au match nul concédé face aux éléphants de Côte d'Ivoire. La fête s'est poursuivie dans les rues de la capitale Freetown. Les Sierra-Léonais ont célébré cet exploit d'avoir arraché un nul face aux éléphants. Je suis très contente, j'apprécie Dieu pour ce qu'il a fait. Vous pouvez voir l'atmosphère, tout le monde est heureux et jubile. La capitale est restée toute la journée du dimanche très animée. Et la Sierra Leone, après avoir tenu en échec les Algériens lors de la première journée, vient s'inviter dans la course au 8e de finale. Pour son dernier match, les Lion Stars affronteront la Guinée équatoriale. La CAN, c'est aussi des opportunités commerciales. De petites activités se greffent autour de l'événement. C'est le cas de cette jeune dame à Abidjan, Mariam Cissé, convertie en maquilleuse pour faire des parures corporelles sur les supporters ivoiriens. Image à Abidjan. Mariam Cissé n'est pas vraiment maquilleuse, mais elle a eu une idée lucrative, s'occuper des parures corporelles des supporters de l'équipe nationale ivoirienne. Les jours de match, la voilà à l'entrée de la fan zone, colorant les visages en orange, blanc, vert, les couleurs nationales. Notre équipe joue aujourd'hui, donc je me suis mis à l'idée que je vais maquiller les gens pour avoir un peu d'argent. Bon, je commence par 50 depuis le matin, j'ai gagné 4 000. Comme Mariam, ils sont nombreux, les Abidjanais, à vouloir faire quelques affaires en profitant de la Coupe d'Afrique des Nations. Vente de t-shirts, de vuvuzela, de masques anti-Covid, les possibilités sont infinies pour profiter de l'euphorie des amateurs de foot. Mais dans cette ambiance de chant et de danse, ce sont sûrement les cafetiers et restaurateurs qui en profitent le plus. Quand nous-mêmes on boit la bière, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ils vont gagner. Depuis plusieurs années, Alice Diomandé tient un restaurant à Yopougon. Mais pour l'occasion, son établissement s'est délocalisé sur le site du village Cannes et les affaires marchent bien. Quand les éléphants jouent, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Les supporters sont beaucoup et puis nous on profite aussi, on vend beaucoup. Alors que l'épidémie de Covid-19 a porté un grave préjudice aux affaires, cette fête organisée autour de la CAN est comme un ballon d'oxygène. Mais pour cela, tous espèrent un long parcours à l'équipe des éléphants, les seuls à même de drainer toute une foule enthousiaste autour des écrans géants et des petits commerçants. CAN toujours, il quitte la compétition sans l'avoir joué. Les deux stars de la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, reprennent le chemin de leurs clubs respectifs, diagnostiqués avec lésion cardiaque. Après avoir contracté la Covid-19, les deux athlètes ont été obligés de quitter la sélection nationale. On écoute justement le sélectionneur gabonais Patrick Neveu et nous en dit plus. L'équipe de football du Gabon perd 2 joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été libérés par la Fédération gabonaise de football. Diagnostiqués avec des lésions cardiaques après avoir contracté le coronavirus pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les 2 joueurs subiront des tests médicaux plus approfondis dans leurs clubs respectifs lundi. Leur entraîneur Patrick Neveu en a dit plus sur leur état. Pour 2 raisons. La première, c'est que par rapport au... Il n'y a pas de grosses alarmes par rapport aux problèmes cardiaques, parce qu'ils n'ont pas de problème cardiaque. Par contre, sur place, nous ne sommes pas en maîtrise d'analyser, comment dirais-je, la dangerosité des déchets qui occasionnaient cette inflammation. Donc on ne peut pas prendre de risques. Et en plus, l'aspect psychologique devient insupportable pour eux. De rester en chambre, ça devient insupportable. Isolés depuis leur arrivée au Cameroun, les 2 joueurs n'ont pas pu participer à un seul match de cette CAN. Dans le groupe C ce lundi, le Gabon doit affronter le Maroc et le Ghana doit affronter les Comores.
Et nous abordons à présent la page religion de votre journal. L'Alliance évangélique russe est officiellement invitée par le gouvernement à envoyer des pasteurs pour l'aumônerie militaire depuis l'automne dernier. Cette invitation entre dans le cadre d'un accord entre le ministère russe de la Défense et l'Alliance évangélique russe à l'automne 2021. Les ressources ainsi produites en langue russe seront disponibles pour la formation d'aumôniers militaires évangéliques dans d'autres pays européens. Un programme de formation pour les aumôniers devrait commencer ce mois de janvier 2022 en partenariat avec le séminaire théologique des chrétiens évangéliques de Moscou. Religion toujours, la mission coréenne des Assemblées des Diocèses à Bingerville en Côte d'Ivoire a organisé le dimanche 9 janvier 2022 à son siège la cérémonie de reconnaissance à Dieu pour l'obtention du diplôme de licence en théologie du pasteur Doubitra François, directeur de la dite mission. Christelle Cobolz. Le pasteur Doubi Bitra François, directeur de l'AMICAD, mission coréenne des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, a obtenu une licence en théologie avec la mention « Très bien » après 3 années de formation à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, FETAD, à Lomé, au Togo. C'est ce qui fait que j'ai cette cordelette que vous voyez, c'est la distinction qu'on remet aux étudiants pour vous féliciter, pour dire bon travail. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur. Je suis allé à Lomé avec des pleurs, mais je suis revenu avec des chants d'allégresse. De retour au pays parmi les siens, l'AMICAD, dont il est le premier responsable, a organisé dimanche 9 janvier 2022, au sein de la mission 6 à Bingerville, une cérémonie de reconnaissance à Dieu pour cette distinction. Une cérémonie de reconnaissance rehaussée de la présence d'autorités politiques et de hauts dignitaires des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, notamment le vice-président de la région Est, le pasteur Nassé Philippe, qui a souligné l'importance de la formation en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même, il a appelé 12 disciples, il les a vus à ses pieds pendant 3 ans et demi. La Bible dit, pour les avoir à ses pieds et pour les envoyer prêcher. Nous voulons engager tous les serviteurs de Dieu à faire des études supérieures. Le récipiendaire a ainsi reçu les hommages et plusieurs dons des mains de ses familles biologiques et spirituelles qui, par ses gestes, lui témoignent affection et encouragement. Le pasteur Palais Sanson Jonas, au nom des pasteurs assistants de la mission, lui a adressé ses félicitations. Nous rendons gloire au Seigneur notre Dieu qui a donc permis ce moment de réjouissance. Poursuivre des études supérieures était nécessaire, selon le pasteur Doubi Bitra François, qui nourrit l'ambition de former des serviteurs de Dieu qualifiés. C'était nécessaire pour moi d'aller continuer les études supérieures parce que, vous savez, quand vous finissez la formation pastorale, vous êtes apte à diriger l'église. Mais en plus de l'église, vous devez former des gens, former des diacres, former des anciens et même des étudiants pour que vous ayez des élèves, des pasteurs qualifiés. C'est pour cela que nous allons pour faire des études supérieures afin de pouvoir transmettre, n'est-ce pas, la connaissance théologique vraie de la parole de Dieu. Mon objectif, c'est de rester vraiment attaché à la vérité de la parole de Dieu, enseigner toute la vérité et moi aussi les pratiquer. Dans les jours qui viennent, nous allons ouvrir une école théologique, j'allais dire une école missionnaire pour former des pasteurs. Marié et père de 2 enfants, le pasteur Doubi Bitra François avait au préalable passé 4 ans de formation aux instituts théologiques de Kataji et de Daloa en Côte d'Ivoire. C'est ici que se referme ce journal. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à le suivre autant que nous en avons eu à vous le préparer, mais surtout à vous le présenter. Merci, bonsoir, Dieu vous bénisse.